Bonsoir à tous, bonne fête de Pâques. Voici les titres de votre journal. Les chrétiens du monde entier ont célébré ce dimanche la fête de Pâques, la plus grande fête chrétienne. Elle symbolise la résurrection du Christ, fondement de la foi chrétienne. Dans ce journal, nous verrons comment cette solennité a été célébrée au Burkina Faso et à Rome, en Italie. Le président du Faso veut que l'annexe de l'hôpital Yalgado Ouedraogo en chantier depuis 2010 soit fonctionnelle au plus tard en septembre 2016. Instruction donnée ce matin par Roch Marc-Christian Kaboré lors de la visite des travaux de construction de cette infrastructure sanitaire. Et puis, focus dans ce journal sur le financement de la Semaine nationale de la culture. Face aux difficultés de mobilisation des fonds, l'État a fait appel au privé, mais la question n'est pas pour autant résolue. Célébration de la fête de Pâques, des prières et des chants de gloire pour la résurrection du Christ ont retenti dans les temples et les églises évangéliques ce matin. Les prêches étaient focalisés sur l'importance et le sens de la résurrection de Jésus-Christ. Mokhtar Ouedraogo, Ruth Bini Ouattara. Aujourd'hui, c'est Pâques, l'une des plus importantes commémorations dans la grande famille chrétienne. La Pâque ou le jour anniversaire de la résurrection de Christ, le fondement de la foi chrétienne. À l'église des Assemblées de Dieu de Yamtenga, les fidèles ne se sont pas fait prier pour une commémoration tout en couleurs à travers des chants et danses de victoire. Christ est le sang divin, l'agneau de Dieu qui est descendu du ciel, qui n'a pas été mêlé au problème du péché de l'humanité, mais en lui quand même, il a porté nos péchés. Et il a été le sacrifice parfait. Peu importe la dénomination, chaque acteur intervenant au cours de cette journée se doit de lui donner un cachet particulier. Rappelons-nous qu'à l'occasion de Pâques, nous avons la pleine manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et Christ ressuscité nous donne la victoire pour marcher et la victoire pour le suivre. Au tabernacle Bethel Israël de Dasasko, le message du jour a rappelé aux chrétiens le sens du sacrifice de la croix et la portée du sang de Christ qui soustrait l'homme de la mort, conséquence de ses péchés. Jésus, en venant, par rapport à l'œuvre qu'il a accomplie, il a inauguré une nouvelle route nouvelle et vivante. Et sur cette route-là, désormais, quiconque croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu est habilité, est autorisé, est permis de marcher sur cette route-là. Au-delà donc des festivités, Pâques est aussi une journée de prise de conscience et de proclamation triomphante. C'est avec les pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou que le cardinal Philippe Ouedraogo a célébré la messe de Pâques ce matin. Il a invité tous les détenus à se réconcilier avec Dieu, avec eux-mêmes et surtout avec les autres. Paul David Bambara et Moukoun Dabiri. C'est la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou que le cardinal Philippe Ouedraogo a choisi pour célébrer la fête de Pâques. Aux détenus, le cardinal est venu livrer le message de Christ ressuscité. Une homélie axée sur la réconciliation et le pardon des cœurs. Pour ce faire, Philippe Ouedraogo a invité chaque pensionnaire à un engagement social au service de la justice et de la paix. Alors ne baissons jamais les bras à cause des difficultés. Alors que les détenus ne baissent jamais les bras. Restons toujours dans l'espérance que tout a une fin et Dieu seul suffit et Dieu ne les abandonnera jamais. Pour leur part, les pensionnaires ont promis de changer l'image de la prison et d'en faire un lieu de repentance. Dans leur quête de changement, les détenus ont reçu la promesse du médiateur du Faso. Alima Deborah Traoré s'est engagée à plaider auprès des autorités compétentes pour mettre fin au surpeuplement carcéral. C'est nous qui nous saisissons parce que nous mesurons tout le danger qu'il y a à regrouper tant de personnes alors que la place, l'espace normal ne permet pas de s'occuper bien d'eux. C'est un danger et en termes de défense des droits humains, cela n'est pas normal. Selon le directeur général de la MACO, certains prisonniers bénéficieront cette année de la grâce présidentielle. Autant de bonnes nouvelles qui ont fait jubiler les détenus. Et c'est un partage fraternel qui met fin à la fête de Pâques à la MACO.
Grande était la joie des fidèles chrétiens hier dans les paroisses. Après 40 jours de pénitence, de prière et de partage, ils ont célébré la victoire de Jésus-Christ sur la mort à travers des messes. La veillée pascale a également été marquée par l'accueil de nouveaux croyants qui ont reçu le baptême. Nongba Kouda, Bouma Ernest Nebié. Dans les églises catholiques, c'est la veillée pascale. Les fidèles chrétiens célèbrent ici la victoire du Christ sur la mort. C'est un sentiment de joie. On est là pour célébrer la résurrection du Christ et partager la joie avec nos confrères chrétiens et tout. La résurrection, c'est le fondement de la foi. Si Christ n'était pas ressuscité, je crois que toute la prière et tout ce que nous faisons n'aura pas de sens, quoi. C'est cela qui nous a valu le salut. Donc pour la rédemption du monde et pour la gloire de son Père, il a accepté, il a souffert, il est mort et il est ressuscité. Alors c'est un événement majeur, c'est la raison profonde de notre foi. Et comme dit le Saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Cette année, la Pâque est célébrée dans un contexte difficile pour l'humanité. Le monde est en proie à l'insécurité, à la souffrance et à la violence. C'est pourquoi, au cours de cette célébration, le cardinal Philippe Ouédraogo, qui a présidé la messe à la cathédrale, a invité les fidèles chrétiens à être des artisans de la paix partout où ils se trouvent. D'abord le témoignage au niveau de la famille, du mariage de la famille. Vous savez que la famille, c'est l'avenir de l'humanité et de l'Église, c'est fondamental. Or, de nos jours, la famille est éprouvée, agressée de toutes sortes. La deuxième interpellation, c'est la contribution des chrétiens pour un monde réconcilié, pour un monde de justice et un monde de paix. Là, les chrétiens ont un rôle irremplaçable au niveau des quartiers, des CCB, des familles et au niveau aussi des lieux de travail. La veillée pascale a été également une occasion de baptême, un acte par lequel plusieurs personnes ont marqué leur entrée officielle dans la communauté catholique. Le président du Faso était ce matin sur le chantier de construction de l'hôpital de district du secteur 30, annexe de l'hôpital Yalgado Ouédraogo. Roch-Marc Christian Kaboré est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de cette infrastructure sanitaire. Le chef de l'État a fixé au mois de septembre 2016 la mise en service de cet hôpital. Amado Ilboudo, Drissa Seri. Lancé depuis 2010, le projet de construction de l'hôpital de district du secteur 30, le pôle hospitalier de l'hôpital Yalgado Ouédraogo, est un chantier en souffrance. Les délais sont largement dépassés, les travaux ont même connu une suspension sur une bonne partie des ouvrages. Le ministre de la Santé s'est rendu sur les lieux le mois dernier. Depuis lors, les travaux ont été relancés et la physionomie du site a complètement changé. Selon les responsables du projet, le chantier est aujourd'hui à un taux d'exécution de 98%. Ce chantier a débuté il y a de cela 6 ans. Et il n'est pas concevable que la population attende la fin des travaux pour se faire soigner et que du côté des entreprises, ça traîne. Cette visite de terrain a pour objectif de permettre au président du Faso de toucher du doigt les réalités du projet et de donner un coup d'accélérateur aux travaux. Des urgences médicales à la station de traitement, en passant par les blocs opératoires et les services comme l'ANAPAT et la réanimation, Roch-Marc Christian Kaboré a pu se faire une idée de l'évolution des travaux et de la diversité des services représentés. Le constat que nous faisons, c'est qu'il y a des travaux, notamment des travaux de connexion aussi bien avec la Sonavel, le NEA, qui ne sont pas encore faits. Il y a des pavages qui ne sont pas encore faits. Il y a également l'imagerie, le bâtiment de l'imagerie qui n'était pas prévu dans le financement, mais la place est prévue. Et nous avons donné des instructions pour qu'au plus tard, fin mai, les travaux soient terminés. Au président du Faso, les responsables du projet ont exprimé des doléances, l'acquisition de matériel complémentaire, la réalisation d'une imagerie médicale, l'accès à l'eau et à l'électricité. Nous avons pris l'engagement de faire en sorte que les équipements, l'imagerie d'abord, le bâtiment de l'imagerie, nous puissions faire en sorte qu'il soit construit.
également les équipements qui concernent les côtés maternels et infantiles. Là également, nous avons pris l'engagement de rechercher les moyens avec les pays amis pour que nous puissions également procéder à ces équipements-là. L'entreprise Faso Bara s'engage à livrer l'ouvrage au plus tard le 31 mai 2016. L'équipementier, lui, demande un délai de 2 mois pour installer l'équipement déjà sur place. Pour le président du Faso, cet hôpital doit être impérativement fonctionnel en septembre 2016. Il promet revenir en fin avril pour apprécier l'état d'exécution des engagements pris par les uns et les autres. Les régions du centre-ouest et de la boucle du Mouhoun ont le plus bas taux en matière d'allaitement maternel. Le taux d'allaitement exclusif dans ces deux régions est de 34% contre une moyenne nationale de 54%. L'ONG Alive and Thrive a initié une caravane de presse dans ces deux régions. Objectif, permettre aux journalistes de constater les faits et à mener des actions de sensibilisation des populations sur les bienfaits de l'allaitement maternel. Issa Kafando, Zalissa Sanfo. Hôpital de l'Amitié, nous sommes à Koudougou. Un acte salvateur vient d'aider cette nouvelle mère à quitter rapidement la salle d'accouchement. La mise au sein, dès les premiers instants de vie de l'enfant. Cela lui aura permis d'expulser son placenta, nous confie cette sage-femme. Et ce n'est pas un cas isolé. Médecins et autres nutritionnistes sont unanimes. Il n'y a rien de mieux que de mettre son enfant au sein dès son premier cri. C'est le premier vaccin en fait de l'enfant parce qu'il contient beaucoup d'anticorps pour la protection de l'enfant. Il contient aussi des éléments nutritifs importants pour le développement de l'enfant. C'est un laxatif aussi. Malgré tous ces bienfaits, ils sont nombreux les enfants qui goûtent à tout, sauf au lait de leur mère dès leurs premiers instants de vie. Gavage, eau minérale, jus de fruits et autres mets sont récurrents. Dès l'hôpital, c'était de l'eau sucrée qu'il buvait jusqu'à satiété, car je n'avais vraiment pas de lait. Mais après, le lait est venu et j'ai commencé à l'allaiter. En cause, l'ignorance des vertus de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois. Et l'ONG Alive and Thrive a décidé de combattre le mal par la racine pour donner plus de chance aux enfants d'être nourris sainement. Médecins, agents communautaires, femmes enceintes et allaitantes sont sensibilisées. Et apparemment, chez certains, le message est déjà reçu. 5 sur 5. Moi, j'ai déjà appliqué ça avec mon enfant. Je ne donne pas l'eau. Donc, je sensibilise les femmes. Je présente mon enfant avec l'allaitement maternel. L'enfant gagne la santé. Et pour plus d'impact, une vingtaine de journalistes, à l'invite de l'ONG Alive and Thrive, a parcouru le centre-ouest et la boucle du Mouhoun pour toucher du doigt les réalités de la pratique de l'allaitement maternel dans ces zones. Micro, caméras et plumes devraient aider les populations réticentes à l'adoption de l'allaitement maternel exclusif pour des enfants burkinabés sains. Le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba a rencontré hier à Bobo-Dioulasso les responsables administratifs, les acteurs économiques et les autorités coutumières et religieuses. La paix, la relance de l'économie et le respect de l'éthique dans le fonctionnement de l'administration publique sont les principaux sujets abordés lors de ces rencontres. Souleymane Sanou, Carole Tougouma. Sur la table des échanges entre le Premier ministre et les hommes d'affaires de Bobo-Dioulasso, la question de la relance économique de cette ville. Une question cruciale pour les interlocuteurs de Paul Kaba-Thiéba. Nous avons demandé à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de regarder le cas spécifique de la ville de Bobo-Dioulasso, qui est une ville qui a un nom de capitale économique, mais qui en réalité se meurt tout doucement. Là-dessus, Paul Kaba-Thiéba se veut rassurant. Booster l'économie est l'un des piliers de sa politique générale. Bobo-Dioulasso n'est pas une ville délaissée. C'est l'ensemble du pays qui souffre d'ambition, qui souffre de politique appropriée. L'ambition du gouvernement, c'est de faciliter vraiment l'environnement des affaires.
pour que beaucoup d'entreprises se créent, aussi bien à Bobo-Dioulasso que dans les autres villes du pays, pour qu'on crée de la richesse. Parce que je suis convaincu que ce n'est pas à l'État de créer de la richesse, ce n'est pas à l'État de créer qu'on appelle des emplois, mais c'est des entreprises privées. Pour que ces entreprises privées prospèrent, il faut un climat sain dans le monde des affaires. C'est dans ce contexte que le Premier ministre a aussi rencontré les responsables de sociétés, de projets et de services déconcentrés. Tout en prenant acte de leurs doléances, il les a invités à faire de la tolérance zéro en matière de malgouvernance et de lutte contre la corruption, leur slogan. Une lutte pour laquelle il compte également sur l'accompagnement des autorités coutumières et religieuses, autorités avec qui il a eu des échanges sur la culture et la cohésion sociale. Auparavant, Paul Kabatieba a rendu une visite de courtoisie au chef de canton de Bobo-Dioulasso. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a visité la Sofitex Bobo 3 et la Filsa, deux unités textiles implantées dans la ville d'Essia. Les capacités de production de ces unités et les difficultés qu'elles rencontrent ont été présentées au ministre Stéphane Sanou. Souleymane Sanou et Moumouni Baro pour le reportage. L'usine Sofitex Bobo 3, l'un des fleurons de l'industrie burkinabé. Elle est la plus moderne et la plus grande en termes de capacité d'égrenage, soit 500 tonnes de coton par jour. Pour maintenir cette usine dans la même dynamique de performance, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat est venu constater de visu les conditions de travail et également encourager le personnel à s'investir davantage. Beaucoup d'investissements se réalisent ici pour une question de performance et de modernisation. Pour une société qui a une vision prospective, c'est une société à encourager et à accompagner. Donc cette visite est une grande satisfaction pour nous. Une autre usine qui a attiré l'attention du ministre, la Filsa, filature du Sahel. Là, la transformation du coton est primaire, mais l'objectif du promoteur est d'aller plus loin, malgré quelques difficultés engendrées. À chaque fois qu'il y a des difficultés, il faut surtout bien voir qu'est-ce qu'on peut faire pour rebondir, et c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, vous avez pu voir que nous avons engagé une dynamique d'investissement qui va aller au-delà du milliard. Bon, c'est une façon de dire que nous sommes en train de laver notre visage. Peut-être bien qu'on pourrait venir à notre secours. Cette visite du ministre semble une opportunité pour rassurer les industriels. Il est prévu également durant la prochaine campagne de soutenir sur le plan financier les producteurs pour obtenir de meilleurs résultats. Ils sont jeunes et veulent créer leur propre entreprise. L'État leur vient en aide avec un soutien financier. Des jeunes entrepreneurs ont reçu ce 25 mars des chèques allant de 1 500 000 à 10 millions de francs CFA, de l'argent destiné à les accompagner dans la réalisation de leurs projets. La remise des chèques avec Issa Kafando et Claudine Bikaba. 10 jeunes sur 30 bénéficiaires reçoivent ici symboliquement des chèques allant de 1 500 000 à 5 millions de francs CFA en plus des attestations. Des fonds octroyés par le FAPE, le Fonds d'appui à la promotion de l'entreprise, une structure créée par l'État pour lutter contre le chômage des jeunes et contribuer à la réduction de la pauvreté. Vous savez qu'aujourd'hui, la question de l'emploi est une question qui est au centre des préoccupations du gouvernement et surtout l'emploi des jeunes. Je pense qu'à travers l'activité de ce matin, on permet d'apporter des réponses concrètes à cette question de l'emploi des jeunes. L'action est rendue possible grâce au financement de la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, BADEA, un financement qui s'élève à 1,1 milliard de francs CFA. Nous recevons les demandes, il y en a qui demandent 1,5 million, ça c'est notre plancher. Et il y en a qui demandent 10 millions, il y en a qui demandent 5 millions. Nous examinons les dossiers, c'est des plans d'affaires que les promoteurs déposent au niveau du Fonds d'appui à la promotion de l'emploi avec un certain nombre de dossiers. Les critères sont bien définis. La première tranche de ce financement, estimée à 220 millions de nos francs, a permis de financer 61 promoteurs, dont 32 ont reçu une formation en méthodes et techniques simplifiées de la microfinance et en gestion de la dette. Le ministre en charge de la jeunesse a rappelé aux jeunes la nécessité du remboursement de ces prêts qui devra profiter à d'autres jeunes.
Vous le savez, la culture burkinabé est à l'honneur depuis hier à Bobo-Dioulasso où nous retrouvons en direct Christine Koulibaly. Bonsoir Christine. Alors, des problèmes pour joindre Christine Koulibaly qui est à Bobo-Dioulasso avant de tenter d'entrer en contact avec Christine Koulibaly. Nous allons poursuivre ce journal. Une soirée pour magnifier l'amitié entre le Burkina Faso et le Japon. L'ambassadeur du Japon, l'ambassade du Japon, initiatrice de la cérémonie, veut ainsi renforcer davantage les liens politiques et culturels entre les deux pays. Le point avec Yacouba Gamené et Aimé Solange Guigma. Initié dans le but de favoriser la rencontre entre les Burkinabés ayant séjourné au Japon et les Japonais résidant au Burkina Faso, cette première édition de la soirée d'amitié Japon-Burkina Faso a été une occasion pour les organisateurs de rappeler les liens de coopération qui unissent les deux pays depuis 1978. Entre le Japon et Burkina Faso sont les relations exemplaires. Et le Japon et Burkina Faso coopèrent très étroitement dans presque tous les domaines, notamment en matière de coopération économique et technique. Cette soirée a été marquée par un concours d'allocution en japonais, une démonstration de karaté, des chants japonais, de musique et danse traditionnelle burkinabé et des témoignages des stagiaires burkinabés ayant visité le pays du soleil levant. De ce que j'ai vu de l'extérieur et comme témoignage, je sais que la discipline y est, le civisme y est, le respect de l'autre y est, l'entraide y est, et je crois que c'est ces aspects-là qui débordent et qui transparaissent donc dans la relation bilatérale qui existe entre le Japon et le Burkina Faso. De 1978 à nos jours, 728 Burkinabés ont séjourné au Japon dans le cadre du programme de stage organisé par la JICA. Une attestation de reconnaissance a été remise à l'association Faso-Japon Solidarité pour ses actions en faveur du renforcement de l'amitié et de la solidarité entre les deux peuples. Nous allons de nouveau tenter de rejoindre Christine Koulibaly à Bobo-Dioulasso pour la page culture de cette édition. Christine, bonsoir. Alors, on imagine que les compétitions ont commencé à Bobo-Dioulasso et que la compétition a pris réellement son envol. Il n'y a pas de son. Des difficultés pour joindre Christine Koulibaly, des problèmes de son, vous le constatez avec nous. Nous allons poursuivre cette édition en restant toujours dans le domaine de la culture. 90% de la musique burkinabé sur les antennes des médias publics et privés, c'est une revendication de la Kora BF, la coalition pour la renaissance artistique au Burkina Faso. La Kora BF avait également l'assainissement du BBDA, le Bureau burkinabé du droit d'auteur et l'adoption du programme d'urgence de la musique burkinabé pour, dit-on, offrir plus d'opportunités aux artistes en matière de spectacle. Ce sont entre autres les points de réclamation de cette structure créée en octobre 2015. Paul David Bambara et Aruna Mari. Pour moi, impénétrable amour, c'est celui dont IEA sont menés. Les artistes burkinabés ne veulent plus être considérés comme les parents pauvres de la culture.
C'est du moins l'engagement pris par la CORABF, la Coalition pour la Renaissance artistique au Burkina Faso. Une structure qui, depuis quelque temps, lutte pour la revue du quota de diffusion de la musique burkinabé sur les antennes des médias publics et privés. La CORABF, qui regroupe une vingtaine d'associations, a inscrit 4 points dans l'ordre de ses revendications pour l'année 2016. Premièrement, c'est d'assainir le BBDA. Deuxièmement, c'est de revaloriser le quota de diffusion de la musique du Burkina Faso à 90%. Troisièmement, c'est de permettre au ministère de la Culture d'adopter le programme d'urgence de la musique qui peut offrir des opportunités de prestation, des opportunités de spectacle. La quatrième mission, de refaire vivre tous les textes et règlements qui régissent au ministère de la Culture. Améliorer les conditions de vie de l'artiste, l'objectif est affiché et c'est dans les années 98 que le quota de 40% a été inscrit dans le cahier de charge des médias privés contre 60% pour les médias publics. Pour la coalition, il faut plus d'espace à la musique burkinabé. Non, c'est trop. C'est là où on ne peut pas jouer uniquement que la musique burkinabé. On doit jouer 50%. Je partage leur point de vue. On doit quand même promouvoir notre culture à travers les œuvres littéraires et artistiques. Ce regroupement dit avoir déjà rencontré le ministère en charge de la culture pour exposer le bien fondé de cette question de quota qui est déjà sur la table du CSC, le Conseil supérieur de la communication. Et du 5 et 6 avril prochain, les acteurs du domaine de la culture, sous convocation de l'instance de régulation, vont se retrouver à Ouagadougou afin de trouver une solution à cette équation. Ils sont donc appelés à faire de nouvelles propositions sur les modalités de promotion de la culture burkinabé dans les médias. La CORABF, pour sa part, nourrit l'espoir qu'une telle rencontre n'accouche pas d'une souris. En attendant de pouvoir entrer en contact avec Bobo Dioulasso, nous parlons sport et je reçois Mamadi Wena pour la page sportive de cette édition. Bonsoir Mamadi. Bonsoir Abouakar. Alors les étalons ont joué hier et la rencontre s'est soldée par une victoire face à l'équipe ougandaise. Oui, évidemment Abouakar, les étalons qui ont reçu hier les Cranes de l'Ouganda au stade du Katout. C'est un match de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2017 et comme vous l'avez dit tantôt, les Burkinabés l'ont remporté par un score d'1-0 et on va revivre les moments clés de ce match avec Mokhtar Ouedraogo et Kalfa Ouattara. Cette rencontre au coopéré qui opposait les étalons aux Cranes de l'Ouganda dans l'acte 1 au stade du 4 août. Une 3e journée qui a vu le soutien ô combien important du président Roch-Marc Christian Kaboré, venu soutenir le 11 national. Une première dans les annales dans un match qualificatif. Une autre première, le retour de Paolo Duarte à la tête des étalons. Dans cette opposition, la première période assez poussive est vite à oublier. 0-0 à la pause. La deuxième période voit des étalons plus entreprenants. À la 60e minute, Bertrand Traoré, dans un numéro qu'il a seul la maîtrise, se débarrasse de ses gardes du corps et trouve Jonathan Pitroipa. Le technicien des étalons réussit son crochet, mais il est abattu. L'arbitre indique le point de pénalty. Pitroipa transforme l'occasion. Les étalons l'emportent 1-0 et prennent la tête du groupe D. C'est avec beaucoup de fierté que nous avons assisté à la victoire des étalons aujourd'hui contre l'Ouganda. Je crois que c'est un match qui était très attendu au regard de notre position dans notre poule et cela nous donne de grands espoirs. Je voudrais d'abord remercier le peuple burkinabé pour sa présence massive de soutien à l'équipe nationale. Car je l'ai dit la dernière fois lorsque j'ai reçu les étalons, nous devons à tout moment soutenir nos ambassadeurs, de manière à ce que le Burkina Faso puisse avancer très rapidement dans cette compétition. Reste l'acte 2 de cette confrontation qu'il faudra négocier le 29 mars prochain à Kampala. Alors Mamadi Wena, vous étiez au stade, vous avez suivi en direct ce match. Alors quelle analyse vous faites de ce match, le premier depuis le retour de Paolo Duarte? Oui, Abouakar, ça a été un match difficile pour les étalons, surtout en première période, comme vient de le dire Kalfa Ouattara. Mais il fallait s'y attendre parce que l'Ouganda est venu à Ouagadougou en tant que leader de ce groupe D où joue le Burkina. Et quand on est leader, on veut confirmer et cette formation des Cranes de l'Ouganda qui n'a plus participé à une phase finale de CAN depuis 1978.
1978, cette équipe a même joué la finale. Et 1978, c'était la première participation du Burkina à une CAN. Et en ce moment, l'Ouganda jouait la finale. Et depuis 1978, l'Ouganda n'a plus participé à une phase finale de CAN. Vous voyez, depuis ce temps, ce pays cherche. Et maintenant, en venant à Ouagadougou, en tant que leader, et il voulait venir chercher un résultat positif, un nul ou une victoire pour distancer les autres équipes du groupe. Heureusement que les étalons du Burkina, conduits par Paulo Daté, qui est une équipe en reconstruction, c'était son premier match. Et cette formation a réussi à gagner, même si ça a été difficile. L'essentiel, c'était de gagner pour se relancer dans cette poule D et surtout pour pouvoir aller au Gabon en 2017. Justement, quelle est la configuration maintenant dans cette poule D où est logé le Burkina Faso? Actuellement, le Burkina, avec cette victoire sur l'Ouganda, est premier du groupe D avec 6 points et un goal différentiel de plus 2. Et l'Ouganda aussi a 6 points, plus 2, mais le Burkina est devant l'Ouganda à ces instants-ci de la compétition parce qu'il y a les points pris sur l'adversaire direct, qui est l'Ouganda, voilà, comme on en a battu, voilà, 1 but à 0. Oui. Et donc le Burkina est premier et l'Ouganda est deuxième. Il y a aussi le Botswana qui revient. Le Botswana qui avait battu les étalons à Francistown lors de la deuxième journée, qui vient de battre les îles Comores cet après-midi même par un score de 2 buts à 1. Et le Botswana totalise maintenant 6 points comme le Burkina et l'Ouganda, mais ils ont une différence de but négative. Ils ont moins 1 et ça fait que actuellement le Botswana est troisième et les îles Comores qui avaient réussi à battre le Botswana jeudi dernier et ont maintenant 3 points et les îles Comores sont dernières de ce groupe D. D'accord. Alors ça veut tout dire, hein? Ça veut dire que le match retour qui se joue mardi à Kampala est très très important pour la suite de la compétition. Oui, c'est un match très très important pour les Burkinabés parce que si les étalons arrivent à tenir au moins un match nul, ça veut dire que les étalons vont rester premiers de cette poule D en attendant les prochaines journées. Et je crois que les étalons sont capables de le faire, mais il faut montrer un autre visage. Un visage plus conquérant, plus combatif et donner plus d'intensité dans le jeu que ce qu'on a vu à Ouagadougou hier au stade du 4 août. Et je crois que Paulo Daté qui vous avez vu que la seconde période était meilleure. Donc je crois qu'en Ouganda aussi, ils vont essayer d'être meilleurs que ce qu'on a vu. Et on se rappelle qu'en 2004, les étalons, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Allemagne 2006, avaient battu ces mêmes clones à Ouaga 2 à 0 dans des conditions difficiles. C'est vrai que le score n'est pas le même, mais c'était aussi difficile. Et le match retour en Ouganda s'est soldé par un score de 2 buts partout. Et pour le moment, les étalons n'ont pas encore perdu devant l'Ouganda au niveau de l'équipe A. Et il y a eu... le match d'hier faisait la 4e rencontre, 2 victoires pour les étalons et il y a eu 2 déplacements en Ouganda, à Kampala. Je vous parlais tantôt du 2-2 ça c'était le 8 octobre 2005. Et en match amical le 29 septembre 2006, les étalons sont allés faire 0-0 à Kampala devant ces mêmes Ougandais. Donc on peut croire à un résultat positif mardi prochain et le match c'est bien à 16h temps universel, temps universel, je le disais tantôt, et 19h, heure locale à Kampala. En tout cas, une victoire des étalons, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. On va tenter d'entrer de nouveau en contact avec Bobo pour la page culturelle de cette édition. Bonsoir à Christine Koulibaly. Bonsoir Baka Sagnon, bonsoir aux téléspectateurs. Alors, nous sommes au 2e jour de ce grand rendez-vous culturel et on imagine que la compétition a pris son envol. Effectivement, hier, juste après la cérémonie d'ouverture, les compétitions ont démarré avec les adultes. Aujourd'hui, certaines activités phares comme la foire artisanale et commerciale et le village des communautés ont ouvert leurs portes. Et après les adultes, hier soir, donc, les jeunes sont entrés en compétition cet après-midi à la Maison de la Culture Monseigneur Anselme Titiama, où nous nous trouvons.
Justement, les prestations dans la catégorie art du spectacle ont commencé. Ils attendent l'heure de la hier, vérité, la pression monte. Confiant une leçon, le Grand Prix national des arts et des lettres catégorie vedette de la chanson traditionnelle va cette année au Naouri. Bon, ce qu'on a préparé, c'est le show. Ce qu'on a tout dit là, on va montrer aux gens. Sur scène, Kwaku et ses amis ne tremblent pas. Chacun assure au mieux son rôle dans une maison de la culture qui affiche salle comble. On arrive à comprendre un peu, donc je comprends très bien. Bon. Je suis fier de la culture aussi. Voilà, donc ce soir, je suis très content et je suis en train de supporter aussi. Pour l'instant, très bien, très agréable et très intéressant. J'aime beaucoup. Pour cette première des Jeux pénales, 12 troupes étaient en compétition dans cette catégorie. Chœur populaire, danse et musique traditionnelle instrumentale, orchestre. Bref, les troupes ont assuré plus de 3 heures de spectacle au grand bonheur du public. Voilà Christine Koulibaly, la réalisation va plus vite que nous. Alors c'était un reportage de Frédéric Etienne Bassenga sur la prestation dans la catégorie art du spectacle dans la poule adulte. Alors on a vu hier la cérémonie d'ouverture, c'était une cérémonie riche en couleurs et en sons, mais à côté de l'officiel, il y avait également des choses intéressantes. Effectivement, ceux qui ont fait le déplacement du stade du général Sangoulé Lamizana ne l'ont pas regretté. Entre défilés des festivaliers et prestations d'artistes de renom et le spectacle équestre qui évoquait le thème de cette biennale de la culture, le public a été servi, bien entendu, en images et en son. C'est un reportage de Hassan Gourabou et Isia Kanana. À moitié plein, le stade Aboubakar Sangoulé Lamizana a tout de même vibré au rythme de la cérémonie officielle de la 18e édition de la Semaine nationale de la culture SNC. Sur scène, Alif Naba, Amiti Meria, Bill Akakura font vibrer le public. Il fallait aussi compter avec les festivaliers. Chaque troupe a donné à voir un avant-goût de son talent. Nous étions inquiets pour une question de sécurité, mais je pense que tout s'est bien passé. Nous avons vu chaque région passer avec sa valeur culturelle. Et ça a été un fait marquant. L'une des principales attractions de la cérémonie d'ouverture est cette prestation équestre orchestrée par les cavaliers de l'aéroclub de Bobo Dioulasso. Une symbiose entre le cheval et son maître qui n'a pas laissé le public indifférent. J'ai beaucoup aimé la parade. J'ai beaucoup aimé la parade et les chevaux. Bon, tous les artistes m'ont intéressé à part ça, mais c'est vrai que la parade était très impressionnante. Ouais. La 18e édition de la SNC est placée sous le thème Culture et cohésion nationale. Et à travers cette parade, c'est toute la richesse culturelle du pays des hommes intègres qui est ainsi présentée au public bobolais et du monde entier. Voilà pour ce reportage. Alors, Christine Koulibaly, le financement de la Semaine nationale de la culture a toujours été un problème majeur pour l'organisation. C'est exact et la présente édition n'a pas dérogé à la règle. L'incertitude sur le montant de la dotation de l'État et la réticence des entreprises à sponsoriser l'événement ont eu comme conséquence le bouclage tardif du budget de cette édition qui s'élève à 735 millions de francs CFA. Zoom sur les difficultés de financement donc dans ce reportage de Betty Bienaon et Mounira Kéré. 735 millions de francs CFA, c'est le budget prévisionnel de l'édition 2016 de la Semaine nationale de la culture. 735 millions dont la mobilisation a donné du fil à retordre au comité d'organisation. Car pour cette 18e édition de la SNC, l'incertitude quant au montant du budget était encore au rendez-vous. Finalement, nous avons une dotation de 450 millions de l'État. Mais initialement, en janvier, donc, on s'était retrouvé avec une dotation donc, de 250 millions
le gouvernement a dû faire un effort supplémentaire donc, pour en tout cas ramener cette dotation-là à 450 millions. En plus du doute qui planait sur le montant alloué par l'État, figure une autre difficulté majeure, celle du bouclage tardif du budget de la SNC. Lorsque vous n'avez pas d'assurance sur effectivement le bouclage du budget, vous avez une prévision, vous ne pouvez pas commencer son exécution. Voilà, c'est lorsque effectivement vous arrivez à boucler le budget que vous pouvez maintenant envisager son exécution. Et là, effectivement, le bouclage a été tardif parce qu'il a été fait il y a à peine un mois. L'État dans son ensemble a contribué à hauteur de 525 millions de francs CFA, soit 450 millions par le budget de l'État et 75 millions par le budget du ministère en charge de la culture. Les sponsors, eux, ont déboursé une enveloppe financière de 210 millions de francs CFA. Et là aussi, c'était la croix et la bannière. Nous avons des partenaires qui nous accompagnent, mais ce n'est pas une tâche vraiment simple, c'est une tâche très ardue, parce que c'est un processus quand même que nous avons commencé depuis 2015, donc pour démarcher les partenaires à travers l'élaboration d'un dossier d'offre de partenariat. Nous avons approché peut-être plus de 300 entreprises et institutions donc, de la place. Au finish, il y a à peu près 21 qui nous accompagnent pour cette édition. Et la question récurrente du financement fait comme si quelque part, effectivement, on avait à faire une manifestation dont on ne veut pas ou bien dont on ne veut pas le développement. Donc il faut qu'on s'accorde sur, effectivement, donc, les missions qu'on veut lui confier. Et si des missions clairement sont définies, à ce moment, il faut évidemment les moyens qu'il faut pour que justement ces missions-là puissent être atteintes. Il se pose donc la question de la pérennisation de la SNC, si toutefois elle ne bénéficiait plus d'un soutien conséquent de l'État, comme cela a failli être le cas avec l'édition 2016 de la Semaine nationale de la culture. Et de défis qui commandent donc l'exploration de nouveaux horizons dans le financement des Semaines nationales de la culture. En attendant un coup d'œil sur l'historique des financements des SNC, c'est avec Lamine Karantao et Abdul Rasmane Zongo. Voilà maintenant une génération que la SNC naquit. Ouagadougou abrita le premier rendez-vous culturel en 1983 et nous en sommes présentement à la 18e édition. Quelles étaient les motivations premières de cette initiative? Un tremplin culturel qui doit aussi sa survie grâce à un financement quasi solitaire de l'État. Le financement de la SNC est un financement essentiellement public. Donc c'est l'État qui a mis en place cette Semaine nationale de la culture afin de permettre que l'ensemble des Burkinabés puissent se retrouver à travers leur culture, magnifier leur culture et faire connaître leur culture les uns par les autres. Toutefois, l'arbre du satisfecit local ne doit pas cacher la forêt des défis universels. Au fil des années, l'État-providence en évidence révèle ses limites, non comptant la culture qui prend de nouvelles dimensions. On s'aperçoit que la culture n'est plus ce que auparavant on avait voulu croire, de dire que la culture est d'abord budgétivore et que la culture c'est du folklore, ce qui pose ou posait un problème. Il a fallu donner un nouveau visage à notre culture. Ces difficultés nouvelles ont commandé l'État-administration à céder ou à partager son pouvoir avec de nouveaux acteurs financiers. Si la culture n'a pas de prix, elle a quand même un coût. Et ce coût, qui doit le supporter? D'où la nécessité que le contribuable ou le privé participe donc au financement de la SNC. De plus en plus, le peuple burkinabé est en train de s'approprier sa culture. Le partenaire officiel ou le sponsor officiel qui est aussi le parrain donc de la 18e édition a contribué jusqu'à 100 millions pour pouvoir soutenir cette édition. La Semaine nationale de la culture, à l'instar d'autres manifestations culturelles, permet aux Burkinabés et au reste du monde de s'unir sans se confondre et de se distinguer sans se séparer. C'est aussi cela la culture. Christine Koulibaly, vous avez un invité et j'imagine que vous allez aborder avec lui des sujets relatifs au financement de la culture.
Monsieur Vincent Kouala, il est consultant culturel. Monsieur Kouala, bonsoir, pardon. Bonsoir, madame. Alors, dites-nous, est-ce que l'État doit continuer à financer la culture au Burkina ici? Ben, certainement, oui. Parce que ça fait plus de 3 décennies que la Semaine nationale de la culture existe. Et malgré notre histoire mouvementée, elle a toujours été là, elle a toujours été financée, signe que c'est un élément fondamental des décideurs de ce pays. Donc, à ce sens, elle mérite d'être financée parce que la culture est un champ de souveraineté. Et en tant que champ de souveraineté, les États doivent financer ce champ. Mais alors, chaque année, l'État peine à trouver les fonds nécessaires pour les mettre à la disposition de la Semaine nationale de la culture. Cette année, ça a été le cas, ça a été dit dans les reportages. Est-ce qu'il ne faut pas explorer, comme je l'ai dit tantôt, d'autres horizons de financement de la culture? Je vous ferai remarquer, outre la culture, de nombreux domaines peinent à trouver de l'argent pour leur financement de leurs activités. Et vous avez raison que pour maintenir, pour rendre durable et performante la Semaine nationale de culture, il faut explorer de nouveaux champs de financement. En interrogeant en quoi la Semaine nationale de la culture répond aux attentes des populations en termes de consommation, en termes d'impact direct sur leur vie, leur emploi, mais quel est l'impact direct aussi sur les industries culturelles et créatives. Alors, pour cette SNC, pour les autres SNC, il y a certaines activités qui sont payantes. Est-ce que le fait de payer ne joue pas sur la qualité de la fête en fin de compte? Non, nullement. Au contraire, la fête, cette fête, pour y accéder, les gens payent à peine 300 ou 500. Ce n'est pas le coût d'une manifestation comme la Semaine nationale de la culture, où il y a une offre importante pour les spectateurs qui rentrent dans une salle. Ça veut dire quoi? Que l'État subventionne le prix d'accès aux salles. Et il faudrait, c'est ce que la semaine tente de faire, je crois, que payer une somme modique pour accéder c'est justifier que la culture a un coût, la jouissance de la création artistique a un coût, et que les gens devraient payer. C'est la consommation de la culture qui donne un sens aux industries culturelles et créatives qui ont pour plus-value de créer des emplois, de générer de la richesse dans ce pays. C'est ce que la SCAD a assigné à la culture comme secteur de développement. Ok, merci bien, M. Kouala, pour toutes ces explications. Voilà, Aboubakar Sagnon, voilà ce qu'on pouvait dire ce soir ici à Bobo-Dioulasso en ce qui concerne la 18e SNC. Merci à vous, Christine Koulibaly, et merci à toutes les équipes techniques qui vous accompagnent. On s'arrête là pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTB.